Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver pour 4 sujets de l'actualité brûlante sur laquelle nous allons débattre. Emmanuel Macron était hier soir à la télévision, il était sobre sur la forme, ferme sur le fond, mais cette intervention a-t-elle servi à quelque chose? On se posera la question et puis on s'interrogera sur l'attitude de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise face aux perquisitions dont ce parti a été l'objet hier, avec des réactions vives, voire violentes. Vous nous donnerez votre point de vue. On parlera aussi de la disparition de Jamal Khashoggi, cet opposant, ce journaliste opposant au pouvoir en place à l'Arabie Saoudite. Il a disparu depuis le début du mois et on soupçonne les Saoudiens de l'avoir tué au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul et peut-être même de l'avoir ensuite découpé en morceaux. Est-ce qu'on nous cache des choses dans ce dossier? On essaiera de le savoir. Et puis on reviendra sur le remaniement pour s'intéresser au cas d'Emmanuelle Vardon. C'est la nouvelle secrétaire d'État à l'écologie. Elle travaillait auparavant chez Danone. Y a-t-il un risque de conflit d'intérêts ou de lobbying? Nous nous poserons la question avec nos 4 invités que je vous présente tout de suite. Bonsoir Christophe De Vogt. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur à Sciences Po, vous enseignez la rhétorique et les idées politiques. Votre dernier livre, Où va la démocratie, a été publié en collaboration chez Plomb. Juan Branco est là aussi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, mais aussi juriste, avocat, notamment de Julian Assange, dans l'affaire Wikileaks, et de Jean-Luc Mélenchon. Et votre dernier livre, D'après une image de Daesh, a été publié aux éditions Ligne. Bonsoir Renaud Girard. Bonsoir. Vous êtes le chroniqueur international du Figaro. On vous retrouve chaque mardi dans cet excellent quotidien. Vous êtes aussi l'auteur de Quelle diplomatie pour la France? Et votre dernier livre, le sous-titre Prendre les réalités telles qu'elles sont. Ça a été publié aux éditions du CERF. Et puis Jean-Christophe Buisson est là aussi. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Vous êtes le directeur adjoint du Figaro Magazine. On vous retrouve aussi sur RTL, dans On refait le monde, et sur la chaîne Histoire, où vous présentez l'émission hebdomadaire Historiquement chaud. Votre dernier livre, Les grands vaincus de l'histoire, coécrit avec Emmanuel Hecht, a été publié chez Perrin cet été. On parle tout de suite de l'allocution d'Emmanuel Macron d'hier, allocution présidentielle qui concluait une journée riche politiquement, puisqu'il y avait eu un remaniement gouvernemental quelques heures avant. Alors, le président de la République, il est apparu droit dans ses bottes. Le message est clair, on ne lâche rien. Regardez. Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique. Ce dont vous pouvez être sûr, au contraire, c'est qu'il y a une volonté d'action qui n'a rien perdu de son intensité et que cette volonté est aujourd'hui plus forte encore. Alors, Christophe De Vogt, à quoi ça sert de passer à la télévision? C'est pour dire qu'on ne va pas changer de politique. Bah écoutez, moi, pas comprendre, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un donc peu... pas grand-chose, si je comprends bien votre premier élément de réponse. Ben oui, on dit en général qu'il faut avoir une thèse claire et un message clair. Enfin, c'est ce que j'essaie d'apprendre. Et je n'ai pas vu de thèse claire ni de message clair. D'ailleurs, c'était à l'image de la lumière. On avait cru qu'il manquait quelques ampoules à l'Élysée. Je trouve que tout était dans la métaphore. Ça prouve qu'on économise les deniers publics. Ce qui est une on va dire chose. ça comme ça, mais je pense que ce n'était pas la vraie raison. J'ai l'impression qu'on était dans la métaphore un peu crépusculaire. Et alors, je m'étonne surtout, au-delà de ça, de la communication présidentielle, nous avons quand même l'homme du nouveau monde, l'homme qui connaît les nouvelles technologies et qui a du mal avec certains selfies et qui est à lire des pages raturées, même dans l'ancien monde, au moins on lisait des pages non raturées, qui donnent d'ailleurs un mauvais signe, des pages raturées. Rappelez-vous ce que vous disait votre maîtresse quand vous étiez petit, c'est pas bien de faire des ratures. Et vous envoyez un message qui est un message d'hésitation, en fait, qui est un message de confusion, et j'arrive pas à bien comprendre comment tout cela est possible. Renaud Girard, est-ce que vous avez été convaincu par l'intervention présidentielle? Mais écoutez, après une séquence effectivement qui avait été assez calamiteuse pour son image, je ne pense pas que c'était volontaire, mais avec ces événements à répétition, ces photos lors de la fête de la musique à l'Élysée, cette photo lors de son voyage dans les Antilles, l'affaire Benalla, tout ça avait dégradé l'image présidentielle, et qu'on le veuille ou non, on vit en France dans une monarchie républicaine, mais une monarchie. Il n'est jamais bon que l'image du monarque soit dégradée. Je ne serais peut-être pas aussi sévère que Christophe sur la prestation d'hier.
j'ai retrouvé un style plus présidentiel. Je crois qu'il a tout à fait raison de garder sa ligne de réforme. Il y a des choses qu'il faut dire, si vous voulez, et auxquelles Macron s'attaque, peut-être trop timidement, peut-être avec pas assez d'audace, mais c'est des dépenses publiques supérieures de 10 points, de 10% de PNB à l'Allemagne, donc ce sont les dépenses publiques les plus importantes de loin de tous les grands pays industrialisés, une dette qui ne cesse d'augmenter. Donc il fallait tenir le cap. Il fallait tenir le cap et un marché du travail particulièrement peu flexible par rapport notamment aux pays d'Europe du Nord que connaît bien Christophe. Et donc beaucoup de réformes à faire. Et donc je pense que là il a repris le bon signal. Maintenant, ça fait plus d'1 an que ce jeune président parle, et on a envie de lui dire, bon, assez parlé, des actes. Voilà. Très bien. Sur Twitter, on vous pose la question, et vous, avez-vous été convaincu par l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron ? Vous commencez à nous répondre, c'est pas très positif a priori, c'est même non à 79%. Alors évidemment, c'est pas un sondage, mais nous avons aussi fait un sondage qui paraîtra dans le Figaro de demain, un sondage Odoxa, et qui nous indique a priori 2 Français sur 3, eux non plus, en tout cas dans un échantillon statistique, n'ont pas été convaincus par le président de la République. Et pourtant, Juan Branco, c'est vrai ce que dit Renaud Girard, au moins Emmanuel Macron est un homme cohérent, il suit une ligne, il n'en démord pas, on peut au moins lui faire crédit de ça. Moi, je dirais plutôt l'inverse, c'est quelqu'un qui ne sait pas choisir et qui ne sait pas véritablement où il va, c'est-à-dire qu'il n'a même pas il suit même pas une idéologie qui permettrait de résorber les problèmes que vous pointez, qui est en fait un des mantras de la droite, qui considère qu'en effet, il faut réduire la dette publique pour permettre ensuite à la part du privé de se développer. Moi, je vois Emmanuel Macron, et de diriger en fait, l'investissement économique par la suite, je vois Emmanuel Macron comme une forme de président simulacre, vous voyez, qui essaye de trouver sa place depuis 1 an par ajustements successifs en tentant des incarnations diverses. Alors ça commence par la Jeep le 14 juillet, ou alors il se met un peu comme ça pour essayer de prendre la place, symboliquement parlant, de commandant en chef, alors qu'il n'a évidemment rien pour l'incarner, en termes de parcours et de passé. Ensuite, il va se déguiser en Top Gun, en allant chez les militaires, puis après toute une série d'autres incarnations artificielles qui ne prennent pas. Et il va essayer de mobiliser Versailles. Vous voyez, il va y avoir une sorte de tentative de saisine des symboles qui font l'histoire de France sans jamais, à aucun moment, réussir à les faire siens. Ça, c'est sur l'aspect symbolique. Et là, on continue, comme vous le disiez, avec une intervention qui est ratée parce qu'elle est pleine d'hésitation, en fait. Et derrière l'apparence d'affirmation, c'est quelqu'un qui tâtonne encore, alors que ça fait... Évidemment, pourquoi ? Peut-être qu'il a été élu trop tôt, ou sur un malentendu, etc. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, moi, je vois une politique qui est mise en place, qui, en fait, avant tout, correspond à une stratégie de déprédation. Et là, on ne va pas être d'accord, je pense, mais c'est-à-dire que tout le système de privatisation qui s'est mis en œuvre, qui est pour moi le plus important, en fait, dans la politique macronienne, c'est le seul geste qui le rend différent de l'ensemble des autres forces politiques jusqu'ici. C'est-à-dire que même la droite, à partir de Chirac, avait mis un peu en stand-by ce mouvement en fait, de réduction de la part de l'État de l'économie, de la part de l'État qui est positive. On n'a pas qui beaucoup de la captation. Encore, c'est des projets, mais il y a l'aéroport de Paris. L'aéroport de Paris, la loterie nationale, enfin la Française des Jeux, pardon, je suis le plus vieux de la table. C'est votre génération, la loterie nationale. Vous voyez, en fait, il y a une stratégie de réduction de la part d'emprise de l'État, du périmètre de l'État, mais qui est un périmètre qui est positif, sur lequel en fait, l'État avait un rôle, c'est un rôle important de savoir en fait, diriger les flux, par exemple, avec l'aviation, avec les aéroports. Et Macron, là, essaye au contraire de se débarrasser de ça. Pourquoi ? Pour économiser quelques milliards, pour récupérer quelques milliards, pour immédiatement les dépenser en assurance chômage ou autre. Il n'y a pas de pensée réelle. Et en fait, il ne vous a pas convaincu. Et je veux juste finir là-dessus. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit, en fait, une perte de sens au sein de l'État. Or, l'État est quand même structurant dans la société française. Et si les hauts fonctionnaires et les employés de l'État en général se trouvent à servir des institutions qui elles-mêmes n'ont plus prise sur la société, eh bien, il y a une sorte de déréliction plus générale qui se met en place et que Macron sert et que je pense être très négative. Alors, j'ai pris connaissance un peu rapidement du sondage Odoxa, c'est parce qu'il vient de sortir. En fait, les 2 Français sur 3 affichaient leurs réserves sur le remaniement et pas sur l'intervention présidentielle, car le sondage a été fait hier dans la journée. Vous disiez déficit d'incarnation ou de sens à la tête de l'État. Je voudrais vous faire écouter ce 2e extrait.
Moi, j'ai trouvé qu'il parlait pas mal, quoi. Et quand le président de la République dit nous sommes une nation qui se tient par 1000 fils tendus, j'ai trouvé ça assez beau, mais à vous de voir si vous êtes convaincu. Je vous mentirais ce soir si je vous disais que nous pouvons aisément faire que chacun d'entre vous ait demain plus d'argent ou que chacun soit plus heureux. Non. Ce dont je suis le dépositaire, par votre choix, c'est du fait que nous ne sommes pas 66 millions d'individus séparés, mais bien une nation qui se tient par 1000 fils tendus. C'est quand même pas un puceau de l'intelligence. Alors, Renaud Girard, qui a mauvais esprit, dit il est prouvé que l'argent ne fait pas le bonheur, en tout cas dans la bouche d'Emmanuel Macron. Jean-Christophe Buisson, est-ce que vous êtes sensible à ce genre de discours ou bien est-ce que pour vous, c'est que des mots? C'est joli, c'est fort, c'est peut-être même Sylvain Faure, mais je ne suis pas sûr que ce soit très, très efficace. Pourquoi ? Parce que ces propos sont en complète contradiction avec le décorum. On est obligé d'en parler. Et ça, si c'était un des objectifs d'Emmanuel Macron, comme semble le penser Renaud Girard, de se représidentialiser en faisant quelque chose de solennel, le problème, c'est que se représidentialiser avec des mots, alors que dans le même temps, on est dans une espèce de clair-obscur, des papiers qu'on passe son temps à regarder, donc c'est absolument pas solennel, avec des ratures, ça, l'effet est complètement raté, il me semble. Autre effet raté, c'est les excuses. On s'est dit, regardez, il a fait un peu amende honorable, il laisse entendre... J'ai pu déranger ou choquer. Non mais, oui, alors est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé avec les femmes de Gad ? Rohan doit très bien s'en souvenir, à mon avis. Vous savez, ces femmes qu'il avait traitées d'illettrées. Ah oui, Gad, c'était Vous vous souvenez de cette les histoire. abattoirs. Et qu'est-ce qu'il avait fait Gad. après ? Il était allé à l'Assemblée nationale, il s'était excusé, il avait dit c'est inacceptable ce que j'ai dit, ça c'est des excuses. Hier, moi, je n'ai pas entendu des excuses de ce niveau-là. Donc, le côté « je me suis excusé, j'ai laissé comprendre que j'avais fait des erreurs », moi, je ne l'ai absolument pas vu. Le seul objectif qui, à mon avis, a été rempli hier, c'était de faire oublier le remaniement ou le non-remaniement du matin. Parce que, moyennant quoi, on n'en parle quasiment pas. D'ailleurs, il en a à peine parlé. Oui, on parle de cette allocution, on parle du président Macron, et on ne parle pas de ce remaniement qui a mis 15 jours à se faire, qui quand même cache un départ de Gérard Collomb en catimini qui est quand même pas très glorieux, et qui montre que finalement on n'a pas changé grand-chose, on a fait des saupoudrages à la Hollande, comme vous le disiez dans votre édito, cher Guillaume. C'est-à-dire on met un peu d'UDI, à lire après-demain. On met un peu d'UDI, on met un peu de Modem, on met un peu de PS historique avec Castaner, et puis ça fait une sauce, et on espère arriver peut-être jusqu'aux européennes sans s'en prendre trop plein la figure. Il est habillé pour l'hiver, là, notre président. Oui, c'est l'impression. Hein. Alors, je regarde. Une chose à noter, il a fait court. Ouais. Je crois que c'est la première fois, voilà. et ça c'est une très bonne chose, qu'il a fait une allocution aussi brève. Alors vous parliez des notes là sur lesquelles il y avait des ratures. Christophe De Vogt, vous qui êtes professeur d'université, il paraît que c'est un procédé qu'utilisent les étudiants très brillants d'arriver avec des notes raturées. Du coup, le jury se dit oh là là, ça va être confus, et en fait ils déroulent leur exposé sans regarder leurs notes, et on se dit ils sont vraiment brillants. Mais Guillaume Roquette, nous sommes dans le nouveau monde, il n'y a plus de notes. Si moi je m'amusais comme professeur à lire mes notes, Vous avez quelques notes là quand même, mais vous ne Non. les lisez pas, je dois reconnaître. Vous remarquerez, mais face à mes étudiants, je n'aurais même pas ça. Vous avez un PowerPoint de nos jours. C'est-à-dire que dans le Nouveau Monde... Ou un prompteur. Ou Il y un en a à prompteur, l'Élysée. et ça fait quand même quelques années, depuis Kennedy qu'on a des prompteurs. Donc là, je m'étonne un tout petit peu de cette mise en scène qui me paraît dire le contraire de ce qu'elle voudrait dire, ce qui est quand même très ennuyeux. À part, encore une fois, la brièveté, le mea culpa, je ne l'ai pas vraiment entendu, parce que quand vous dites « je m'excuse de mon parler vrai », Oui. et de ma détermination, vous retirez immédiatement ce que vous venez de dire. On est d'accord? Pourquoi faut-il qu'il s'excuse d'ailleurs qu'est-ce qu'il a fait de mal, le Non, pauvre non, Pour des président, photos. Parce que tout le monde qui dit sont- mea qui sont culpa. malvenues. Tout le monde dit mea culpa, mais il n'y a pas vraiment mea culpa. Non, il a dit qu'on dépensait trop de pognon, voilà, où il a dit on trouvait un boulot. Les Français dans le métro étaient des riens, enfin, je sais pas, pardon, mais... Je sais pas, non, il ne faut pas non plus, on a le droit d'avoir une certaine licence Ah non, mais c'est autre poétique chose. ou verbale, il Ah ne oui, faut mais pas à ce moment-là, exagérer. il ne faut pas jouer le président vertical, Non, le je, quasi monarque dans ce je cas-là. revenais simplement sur le fait du mea culpa. Je ne dis pas qu'il devait le faire. Je suis un peu entre vous deux en fait, du point de vue de cette opinion, mais je pense qu'il a dit des choses qui étaient tout à fait acceptables, d'autres qui l'étaient peut-être moins. Mais y a-t-il eu hier mea culpa? Je partage l'avis de Jean-Christophe Buisson. Moi, j'ai entendu tout et son contraire. En même temps. Quelques réactions sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le Figaro.fr. Antimac nous dit « Je trouve
qu'Emmanuel Macron était dans sa posture habituelle. Beau discours, fourre-tout, mais manque de sincérité. Babino nous dit « Macron s'adresse aux Français comme un instituteur, s'adresse à des enfants impatients ». Donc tonalité pas très positive chez nos internautes. Et Olympe nous dit qu'il était dans un clair-obscur, probablement à la fois sur le fond et sur la forme avec l'éclairage. C'est peut-être ça d'ailleurs, pardon, qui montre la bascule de Macron par rapport à sa campagne et à ses premiers mois de présidence, il me semble. Pourquoi les gens se sont enthousiasmés pour Emmanuel Macron, notamment dans sa campagne? Parce qu'il prenait de la hauteur. Parce que, grosso modo, il renvoyait dos à dos tous les gens qui ont peur. Soit ceux qui ont peur de l'immigration, de la fin de la France, de la civilisation européenne, etc., généralement catalogués à l'extrême droite, soit ceux qui ont peur du libéralisme qui va tout détruire. Il disait, regardez, moi je fais la synthèse, évidemment qu'il y a des dangers, mais on va surmonter tout ça avec une sorte de volontarisme, d'enthousiasme dans lesquels les gens se sont retrouvés. Et le discours d'hier, il était quand même lugubre, la tonalité était lugubre. Et surtout, il a basculé dans un camp. C'est-à-dire aujourd'hui, il dit, il y a deux camps, il y a les progressistes et les nationalistes. Bien entendu, ça y est, moi j'ai choisi le camp des progressistes, c'est-à-dire il y a ceux qui ont peur des migrants, etc., et ceux qui ont peur des migrants, c'est-à-dire des nationalistes, du fascisme, de l'extrême droite. Et maintenant, il a pris parti d'un côté en disant « moi, je suis avec ceux qui sont contre les fascistes, contre ceux qui sont contre les migrants, etc. » Alors qu'avant, il prenait de la hauteur. Donc, il s'est dit effectivement, ces gens-là sont un danger. D'ailleurs, c'est la campagne qui va jouer pour les européennes. C'est moi ou le chaos, c'est Marine Le Pen ou moi, on sait très bien. Et la France Insoumise ne sont pas les derniers à pointer ce qu'ils considèrent comme une imposture, comme une sorte de chantage, en disant voilà, Macron va nous refaire le coup, il y a moi ou l'extrême droite, donc évidemment, vous me choisissez moi parce que c'est moins pire que l'extrême droite. Et là, j'ai trouvé qu'hier, il prenait vraiment parti, il se mettait dans un camp, et je pense que quand on est président de la République, justement, on est président de tous les Français, c'est ce qu'il a dit au début de son quinquennat, et là, il donne l'impression quand même de mettre de côté une partie de la population contre laquelle il faudrait lutter parce qu'il représente un danger qui est celui du fascisme. Il a été équilibré parce qu'il a dans parlé son de discours négatif, dans son discours déprimé en disant oui, c'est dur, retour au nationalisme, faisons le dos rond, Oui, mais il a on va y parlé de arriver. problèmes migratoires en même temps. Oui, mais il dit, dans son discours, dans ses mots, il dit faisons le dos rond, c'est un mauvais moment à passer, mais si on est tous ensemble, si on se serre les coudes, si on retisse les liens, on va y arriver. C'était pas le discours optimiste qu'il avait jusqu'à maintenant. Ça y est, il a pris un discours qui est le même que certains qui sont très, très sombres. On change de sujet. La police judiciaire a perquisitionné hier d'abord le domicile de Jean-Luc Mélenchon, puis les locaux de son parti, la France Insoumise, dans le cadre d'une enquête ouverte à la fois sur les comptes de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon et sur une affaire d'emploi présumé fictif à la France Insoumise au Parlement européen. La réaction de Jean-Luc Mélenchon a été assez vive, celle d'Alexis Corbière, un de ses proches, député de Seine-Saint-Denis aussi. Regardez ces images avec un conseil préalable, éloignez les enfants du poste, c'est du brutal. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ne touchez pas. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits, allez faire votre métier de policier. C'est un acte violent. Vous l'avez étranglé. Monsieur, ça fait 2 fois que je vous le dis. Non, mais je le dis signalé. Eh, je suis député, moi. Allez, touche-moi pour moi. Touche-le. Vous prenez pour qui? Touche-le. Hein, vous n'êtes pas le procureur, vous. Un procureur avec un gilet pare-balles? Renaud Gérard, tout cela est-il bien raisonnable? Mais non, parce que je me souviens que M. Mélenchon avait critiqué les gens de droite ou d'extrême droite, c'est-à-dire les fionistes ou les lepénistes, lorsqu'ils avaient été eux-mêmes perquisitionnés, lorsque leurs locaux avaient été perquisitionnés. Et Mélenchon, je me souviens encore de son discours, avait dit « Mais enfin, quels sont ces gens qui osent s'opposer à la justice ?» Bon, il y a une perquisition sur des emplois fictifs voilà, et donc il faut respecter la justice. Il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des perquisitions que pour les hommes politiques de droite ou de droite radicale et pas de perquisitions pour la France insoumise. Je crois que là, ça m'intéresse de voir comment vous allez le défendre, parce que là, c'est quand même un peu difficile. Je ne vois pas comment M. Mélenchon peut se défendre. Il a perdu ses nerfs. Et alors, à tout prendre, effectivement, je vous concède à tous les trois que c'est vrai.
Emmanuel Macron, c'était pas Charles de Gaulle hier soir. On n'avait pas envie de le suivre. On ne voyait pas vraiment une voix. Vous ne revenez pas au sujet précédent, Roland Girard. Mais là, on a changé de thème. Mais si vous voulez, là, je vois un homme politique qui a quand même un peu perdu ses nerfs et à tout prendre entre Mélenchon et Macron. Je choisis Macron. Juan Branco, la parole est à la Défense et à l'avocat de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, moi je pense qu'il y a plusieurs éléments sur la question des perquisitions des forces politiques. C'est toujours un sujet très délicat, surtout en cadre d'enquête préliminaire, c'est-à-dire qu'elles sont ordonnées par le procureur avec l'autorisation du juge des libertés et des détentions, c'est-à-dire par quelqu'un qui est statutairement dépendant du gouvernement et qui prend ses instructions de celui-ci. C'est pas la même chose qu'une perquisition ordonnée par un juge d'instruction qui est lui statutairement indépendant et dont on ne peut pas soupçonner qu'il y ait des influences ou non. Et dans cette optique-là, un représentant du procureur présent hier. C'est ça exactement. Et c'est pour ça aussi que le syndicat de la magistrature n'a pas condamné l'action de Mélenchon et au contraire a appelé une réforme constitutionnelle afin de lever toute possibilité de doute ou d'incertitude dans ces cadres-là, afin de s'assurer qu'en effet, on ne puisse pas accuser de façon soit mensongère, soit diffamante, soit basée sur des faits réels, les policiers et les procureurs de faire leur travail sur ordre politique. Le brillant syndicat de la magistrature célèbre pour son mur des cons. Oui, et qui est quand même le principal syndicat de la magistrature. Donc, c'est-à-dire qu'il défend. Non, mais c'est pas en nombre de voix. Ils ne sont avec plus. l'USM. Bon, leur étoile a un peu pâli. Ce que je veux dire, c'est qu'ils défendent des cons, quoi. Par exemple, parmi les cons, il y avait un type dont la pauvre fille avait été assassinée dans le métro. Sauf qu'il ne s'agit pas de dire que le syndicat de la magistrature est bon ou pas, mais c'est quand même un représentant d'une partie de l'autorité judiciaire. C'est tout ce que je veux dire. L'autorité judiciaire qui a été remise en question par Mélenchon dans cette. Oui, tout à fait. Mais je ne vois pas ce que ça change. Et sur la question des perquisitions, c'est-à-dire de 15 perquisitions simultanées qui ont fait saisir l'ensemble des appareils de communication et de production d'informations de la France insoumise et de ses principaux dirigeants. Il faut quand même voir ce que ça fait pour un parti politique d'opposition, en effet, le matin d'un remaniement, en termes de déstabilisation de la vie politique française. Tout cela pour une affaire. Donc je rappelle quand même qu'il s'agit de savoir si les collaborateurs parlementaires européens ont été utilisés à Bruxelles ou à Paris, mais au service quand même de l'action politique de la France insoumise. Comme pour Marine Le Pen. Exactement, et on en avait parlé ici dans ce débat, et à ce moment-là j'avais dit, attention, c'est quand même pas une affaire qui me semble de premier ordre sur le Front National. Comme pour Marine Le Pen ou pour François Bayrou, qui avait quitté le gouvernement pour une cause d'enquête préliminaire sur le même sujet. Oui, avec une enquête préliminaire, vous avez raison, j'allais dire une mise en examen, mais non, il n'y avait pas de mise en examen. Donc là-dessus, il faut quand même mettre en proportion les différents éléments. Et ensuite, après, il y a quelque chose qui en effet est très angoissant dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'on a une incarnation d'une partie de la souveraineté nationale, c'est-à-dire des députés, qui sont en conflit direct avec une autorité républicaine, qui est la force de police et derrière les procureurs, et on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui se dérègle, c'est-à-dire dans le climat actuel en France, quand on se retrouve dans une situation dans laquelle, parce que la France insoumise, c'est pas non plus vous voyez bien un moment quand Mélenchon dit « je suis la République, vous ne touchez pas, je suis… » il a un respect fondamental des institutions de la République, c'est ancré en lui, je pense qu'il est très sincère. Et donc, quand on a des personnes qui représentent des forces qui sont républicaines fondamentalement et qui se trouvent dans une stratégie de tension, qu'elle soit voulue ou pas, avec l'incarnation de la force de police et la force publique, on se dit il y a quand même quelque chose qui est en train de se dégrader trop rapidement dans ce pays. Il faut s'interroger sur les sources de cette violence qui est en train de monter à une vitesse qui est vraiment inquiétante. Moi, en tant que citoyen, je ressens de l'inquiétude, mais doublée. C'est-à-dire, je vois très bien ce que… C'est pas Mélenchon qui vous fait peur, c'est une inquiétude face au… Mais si, c'est-à-dire que cette confrontation violente est vraiment inquiétante. D'autant que parfois la nuit porte conseil, ou en tout cas elle permet de se calmer, mais ça n'a pas du tout été le cas, puisque Jean-Luc Mélenchon était invité ce matin de notre confrère Jean-Jacques Bourdin sur RMC, et il en a armé une louche, Mélenchon pas content, épisode 2. À 7h du matin. Oui. Police, on ouvre la porte, on vous montre le truc. 8 personnes chez moi, dont certains sont armés, avec des gilets pare-balles, des fois que je sais pas quoi, je les agresse avec mon crayon. Tout ça est ridicule. Il suffisait de me demander quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent me demander? Vous savez ce qui se passe, monsieur Bourdin? Il n'y a rien dans le dossier. On nous perquisitionne comme si on était une bande de voleurs dans tout le pays. C'est pas normal. Donc j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de me fâcher. Je suis un Méditerranéen, je bouge beaucoup les bras, et vous aussi, et les yeux et le reste, et je me fâche. Ouais. Christophe de Vogue, moi je dois reconnaître que sans être un mélenchoniste pur sucre, je comprends assez cette réaction. Est-ce que la police n'en fait pas trop? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de mise en scène? Alors, de tout le monde, mais c'est un peu toujours un théâtre d'ombre, la politique. Moi je pense que quand même, les questions politiques ne devraient pas être laissées à l'appréciation du parquet, quand même. Fondamentalement, ça pose un problème. Je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme nous rappelle toujours que notre parquet n'est pas indépendant.
Dans ces affaires, il devrait y avoir systématiquement un juge d'instruction. Voilà. Car on touche à quelque chose de trop sensible, et la liste d'un certain nombre d'adversaires politiques qui ont des ennuis avec le parquet, je dis bien, s'allonge un petit peu. Oui, François Fillon ayant été un des exemples emblématiques. Et mis en cause. C'est cet homme qui a été perquisitionné chez lui Je aussi. sais, non, mais qui a été mis en cause, je vous rappelle, par le. Oui. Qui a été perquisitionné chez lui, parce que Jean-Luc Mélenchon laisse entendre qu'il est le seul au monde à être perquisitionné chez lui. François Fillon l'a été aussi. Non, mais c'est bien ce que je dis. Et je trouve que dans ces affaires, il devrait y avoir peut-être. Vous savez ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme qu'on regarde toujours? Elle dit la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une apparence d'indépendance. Je ne mets pas du tout en cause les procureurs, mais il doit y avoir toutes les apparences d'indépendance, ce qui n'est pas le cas en France. Ceci dit, il a quand même raison, Mélenchon, sur un point. Je voudrais quand même lui donner raison sur un point. C'est qu'effectivement, peut-être que la police et les procureurs pourraient faire autre chose que n'emmerder les hommes politiques sur l'usage de leurs attachés parlementaires. Il a porté ma valise, il ne l'a pas portée, il était là, il était à Bruxelles, il n'était pas à Paris. Je pense qu'il y a peut-être effectivement autre chose à faire. Et c'est le point que j'ai aimé dans son allocution, c'est que nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des gangsters. Il y a des bandits, il y a des gangsters. Et on les accuse. Voilà. Alors c'est vrai que c'est moins amusant d'aller les chercher, c'est vrai que c'est très médiatique d'aller emmerder quand on a un petit juge ou un petit procureur ou un policier, un homme politique, mais il y a quand même une limite. Et je trouve que la police et la justice devraient quand même s'intéresser à des choses plus importantes, plus cruciales pour la sécurité publique que de systématiquement chercher des noises au premier pouvoir, c'est-à-dire à l'exécutif, et au deuxième pouvoir, c'est-à-dire au législatif. Quelques réactions d'internautes. Blueberry qui nous dit « Waouh, il ne manque plus que des répliques à la Audiard façon tonton flingueur ». Et c'est vrai que, en tout cas, on est dans un peut-être une comédie. Yakem nous dit « Qu'aurait dit Mélenchon si Le Pen s'était comporté comme lui ?» Et Babineau estime que la mise en scène vient surtout de la France insoumise. Des milliers de Français se font perquisitionner. Et on vous a posé la question, c'est même la question du jour sur le Figaro.fr. Est-ce que vous êtes choqué par la réaction et les propos de Jean-Luc Mélenchon suite à ces perquisitions? Et vous êtes une assez large majorité à considérer que oui. Appartenez-vous à cette majorité, Jean-Christophe Buisson? Pas du tout. Mais moi j'ai ri, mais vous ne pouvez pas savoir comme j'ai ri. Je pense que l'esprit de sérieux est en train de nous grignoter tous les uns les autres. C'est une vaste blague cette histoire. Je ne doute pas une seconde que Mélenchon ait été choqué par cette arrivée qu'il a considérée comme violente de 8 policiers, mais toute la mise en scène, j'ai pensé à Pissette lorsqu'il parlait de Napoléon en disant « comediante, tragediante ». Mélenchon, il met en scène tout ça. Il sait très bien les codes de la société du spectacle. Il en fait des tonnes parce qu'il se filme, parce qu'il est filmé, parce qu'il sait que ça va être diffusé, et il va choquer les gens. Il fait la même chose que fait Ruffin lorsqu'il intervient à l'Assemblée nationale, en disant ensuite dans une petite vidéo qu'il a parlé comme ça à l'Assemblée nationale parce qu'il considère que le travail législatif ne sert à rien, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour peser sur la vie parlementaire. Donc c'est une tribune. Et bien voilà, Mélenchon, hier, il a eu une tribune formidable, avec en plus les policiers face à lui, donc il se donnait le beau rôle. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il était beaucoup moins virulent. Et pour cause que je crois qu'il ne croit pas une seconde à ce qu'il dit hier. Il fait du spectacle, il est une tribune. Il sait qu'il y a plein de gens qui vont se sentir heurtés, mais il n'est pas sincère. Lorsqu'il dit « ma personne est sacrée », Juan Branco, « ma personne est sacrée », il sait très bien qu'il est le premier à dire que les députés, les sénateurs, les ministres ne sont pas au-dessus des lois, qu'il faut pouvoir révoquer les députés lorsqu'ils se comportent mal. Alors lui, il estime qu'il est innocent, qu'il n'y a pas de raison de faire ça. Mais la justice suit son cours, elle fait une perquisition comme elle en a le droit. Lui, il la met en scène, mais il n'est pas au-dessus des lois. Il n'est pas une personne sacrée. C'est faux. Et il sait très bien que c'est faux. Quelqu'un qui admire Robespierre, qui a envoyé à la guillotine des députés qui n'étaient pas au-dessus des lois non plus, on le sait très bien. Donc tout ça est un jeu, c'est une mascarade de la part de Mélenchon. Moi, je pense que là, vous faites erreur. Et je pense sincèrement, parce que de ce que je connais du personnage, pour l'avoir un peu fréquenté, bon, d'une part, il y a la question, là, par exemple, le parquet qui a remis une couche aujourd'hui en ouvrant une procédure pour menaces et violences. Et là, on est parti pour répondre aux... Il n'y a pas eu de procédure parce que Corbière et Mélenchon eux-mêmes ont porté plainte pour violence. Donc oui, mais très bien, c'est pour faire match nul. Le parquet, c'est facile, mais bon, nous derrière, on doit travailler pendant 2 ans pour essayer de démontrer avec une possibilité de peine de prison quand même ferme à ce sujet. Donc je pense que là, c'était franchement déplacé comme geste. Mais ça, c'est sur la question procédurale qui fait qu'ils ont quand même conscience du fait qu'il y a un enjeu. Mais sur le rapport, il y a cette autre phrase très importante qu'il prononce à ce moment-là, et je pense qu'elle vient des entrailles. Elle n'est pas préparée. Il dit à un moment aux policiers, « La République, c'est moi ».
Et voyant bien l'historicité dans laquelle s'inscrit cette parole, évidemment, c'est en rapport direct avec la phrase de Louis XIV, l'État c'est moi, et c'est justement une sorte de fusion de deux traditions historiques françaises, qui est justement le républicanisme auquel vous pensez qu'il est adhérent forcené, mais non, c'est-à-dire Mélenchon, qui est féru d'histoire, est en train d'essayer de construire des syncrétismes qui sont très 5e République finalement. Et là-dessus, quand il dit la République c'est moi, il est en train justement, je pense, de dire quelque chose auquel il croit fondamentalement. C'est-à-dire que la position qu'il occupe à cet instant dans l'espace public fait que la justice et la police ne devraient pas agir sur lui pour des raisons politiques. Un député n'a pas le droit de tricher, n'a pas le droit de voler, n'a pas le droit de mentir, n'a pas le droit de tuer. Et à partir du moment où la justice soupçonne que c'est le cas, elle est en droit de faire ce qu'elle fait. Un juge d'instruction, pas une enquête préliminaire, pas le procureur, pas le parquet. Il ne prétend pas l'être. Le mot de conclusion de Guillaume de Macron. Pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, utiliser le mot sacré, c'est quand même il parle de cocasse. l'inviolabilité auquel il a droit en tant que juge. Sa fonction qui était sacrée, pas sa personne, premièrement. Et deuxièmement, il y avait quand même un juge de l'application des peines qui était un JLD, juge de la liberté et des détention, qui a autorisé la partition du procureur. Là, je complète. Je trouve aussi que la réaction est excessive, qu'elle soit spontanée ou pas, elle est absolument excessive. Et justement, j'ai pensé un peu à l'arrestation de Danton. Vous voyez, c'est un petit peu ça, la protestation devant ce qui lui arrive. On a l'impression que le comité de salut public vient l'arrêter et qu'on va envoyer Mélenchon à la guillotine. Mais ce qui en dit long aussi sur sa culture politique, qui, moi, entre nous, m'inquiéterait un peu si c'était lui qui avait les manettes du pouvoir. Voilà. Et notamment dans les pays qu'il admire et qui ne sont pas des modèles d'état de droit, c'est loin qu'on puisse dire. Comme le Venezuela. Voilà. On ne viendra pas au Venezuela. Nous n'avons pas le temps. Restons sur une note positive et consensuelle. Jean-Luc Mélenchon croit au sacré et se réfère à Louis XIV, qui, à mon avis, fait 2 bonnes nouvelles, mais ça n'est qu'un point de vue. On passe à un autre sujet beaucoup moins drôle, malheureusement. L'affaire Khashoggi, du nom de ce journaliste saoudien opposant au pouvoir, qui a disparu au début du mois dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. On soupçonne très fortement le pouvoir saoudien de l'avoir tué, puis même peut-être coupé en morceaux, mais on n'a pas de certitude. Est-ce qu'on nous cache des choses dans ce dossier, Renaud Girard, vous qui le connaissez bien? À l'évidence, je ne connais pas Khashoggi, mais je connais bien le dossier. Vous connaissez bien le dossier, oui. Et il est évident qu'on nous cache des choses. Il est évident que les Saoudiens, à commencer par eux-mêmes, nous cachent des choses. Pourquoi le jour où Khashoggi disparaît, ils envoient 2 avions privés à Istanbul avec une équipe de 15 membres, dont des membres des services secrets et un médecin légiste. Voilà, ce n'est pas un hasard. Ils sont incapables de dire ce qui est devenu ce pauvre Jamal Khashoggi, qui était un opposant, mais pas si virulent. C'était un frère musulman, c'était un islamiste, en fait, assez proche des wahhabites, avec quelques divergences, contre l'autoritarisme du nouveau prince héritier MBS. Mohamed Ben Salman, d'une très grande famille. Son grand-père était le médecin d'Ibn Saoud. Son oncle était le célèbre marchand d'armes, vous vous souvenez, de Khashoggi. Adam Khashoggi, voilà. Et donc d'une grande famille. Et alors, il paraît que MBS, donc le prince héritier qui a tous les pouvoirs, qui a cimenté tous les pouvoirs autour de lui, vous savez, c'est celui qui avait fait cette rafle où il a mis tous les princes et tous les grands marchands dans un hôtel de luxe. L'hôtel de luxe. Et pour les faire payer, en fait, pour les rançonner. Et ce prince, mais qui est aussi un prince réformateur, lui avait proposé de revenir, parce qu'il s'était exilé, d'abord aux États-Unis, puis en Turquie, où il avait une fiancée, frère musulman comme lui, et en lui disant « Je te garantirai ta sécurité et ta prospérité », c'est-à-dire l'argent, et il avait refusé. Alors, de là à penser effectivement qu'il y avait un piège. Qu'est-ce qui s'organise aujourd'hui? Ce qui est absolument fascinant dans ce jeu, c'est que les États-Unis veulent quand même essayer de sauver le soldat MBS, qui leur a promis plus de 100 milliards d'achats, encore récemment à Washington, d'armes. Et donc, il faut trouver un arrangement. Ça va coûter sans doute très cher aux Saoudiens. Une partie de l'argent va sans doute aller aussi aux Turcs pour les calmer.
pour dire, ben voilà, en fait, c'était pas une mission qui a été ordonnée par le prince, là, qu'on voit à la télévision, là, directement, mais c'est un peu des tueurs. Alors, ça va être difficile de ne pas dire que ce sont des tueurs d'État, parce qu'ils étaient dans des avions d'État, mais des tueurs, en fait, un peu comme dans l'affaire Ben Barka, qui sont allés au-delà de la mission. Qui ont fait du zèle. Qui ont fait du zèle, et bien sûr, jamais MBS n'aura donné un tel ordre. Alors, c'est ce qu'essaie de faire passer Donald Trump. C'est pour ça qu'il a envoyé Mike Pompeo, qu'on a vu à l'écran, négocier avec le roi d'Arabie Saoudite, mais je ne suis pas sûr que ça va être avalé par les foules aussi facilement, parce que c'est une histoire, en fait, c'est ça qui est fascinant, qui a capturé l'imagination à travers le monde. À cause des caractéristiques effrayantes, effectivement, de ce meurtre Solonais. Je vous reprends la parole, cher Renaud Girard. Comme l'histoire de Dreyfus à cause de la dégradation, et là, c'est à cause des gens fantasment. On voit déjà le médecin légiste scier le corps en morceaux. Ce pauvre Khashoggi. Vous parliez de Donald Trump, parce qu'effectivement, la question qui se pose, si les faits sont prouvés, c'est faut-il faire un boycott de l'Arabie Saoudite ? Le président des États-Unis est assez réticent, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que dans son esprit, c'est pas compliqué, c'est business first. Regardez. I'll tell you what I don't want to do. Boeing, Lockheed, Raytheon, all these I don't want to hurt jobs. I don't want to lose an order like that. And you know, there are other ways of punishing, to use a word that's a pretty harsh word, but it's true. Christophe de Vogue, au moins il est franc, Donald Trump. C'est pour ça qu'il déroute et qu'il désarçonne ses opposants. C'est parce qu'il va en effet droit au but, sans langue de bois, comme elle peut être pratiquée dans d'autres pays que je ne nommerai pas. Non, mais dans cette affaire, je voudrais juste rajouter une chose. Le fait que Khashoggi soit journaliste ne lui a pas nui, si j'ose dire, dans cette... Enfin, je ne devrais pas dire ça, mais explique aussi le retentissement de l'affaire. Il faut savoir évidemment qu'il y a, c'est logique sur ce plateau aussi, il y a une solidarité internationale. Et tu as vu que notamment dans les médias américains, ils ne parlent que de ça. Et ça, on peut le comprendre, et je crois que ça explique aussi le retentissement, en dehors du côté spectaculairement imaginable de l'atrocité du geste. Je crois aussi que ça compte, mais je pense aussi que tout ça va être rapidement oublié, vu l'importance de l'Arabie Saoudite. Et ce n'est pas combien de divisions, mais c'est combien de milliards de dollars. Et je suis à peu près certain que d'ici quelques mois... Mais c'est un pays qui dépend des centaines de millions pour leurs relations publiques. Mais quel échec, quand même. Ah oui, Jean-Christophe Buisson. C'est pas qu'une question d'argent d'armes, c'est une question de diplomatie aussi. Les États-Unis ont énormément besoin de l'Arabie Saoudite, dans les négociations, parce qu'ils s'appuient beaucoup sur l'Arabie Saoudite pour notamment le gendre de Trump pour la négociation d'un traité de paix israélo-palestinien, d'une part. Et ensuite, à partir du moment où les États-Unis sont en guerre larvée contre l'Iran, ils ont besoin de l'Arabie Saoudite justement dans cette guerre larvée contre l'Iran. Donc diplomatiquement, les États-Unis en ont énormément besoin. Donc effectivement, on sent que Trump, il est en train de construire le discours que doit tenir l'Arabie Saoudite vis-à-vis de cet axe, c'est-à-dire effectivement des gens qui sont allés au-delà de ce qui leur avait été éventuellement commandé, mais la famille n'est pas au courant. Pour autant, je pense que ce qui est mystérieux dans cette histoire, ce qu'on n'arrive pas à savoir, c'est un peu la même chose, souvenez-vous Renaud, dans les années 70 ou 80 avec la kremlinologie. On ne comprenait pas très bien ce qui se passait derrière les murs du Kremlin, où il y avait quand même des querelles de succession, mais dès l'époque de Staline, d'ailleurs la mort de Staline. Et je pense que là, il n'est pas impossible, Renaud a évoqué tout à l'heure cette rafle qui a eu lieu il y a 1 an dans ce grand hôtel de Riyad, où il y a les 3/4 de la famille qui ont été installés, extorqués, on a fait une extorsion de fonds. Je pense que ça a laissé quand même des traces, et notamment le frère du roi, qui est aujourd'hui, je crois, en exil à Londres, qui peut très bien tirer les ficelles d'une révolution de palais en cours, parce qu'il y a encore 2 membres de sa famille qui l'ont rejoint, donc Ben Abdelaziz, Ahmed Ben Abdelaziz, qui se trouve à Londres, qui est le frère du roi d'Arabie Saoudite, et qui ne veut pas laisser passer justement cet événement l'année dernière où la moitié de sa famille a été extorquée. Donc il n'est pas impossible qu'il se passe des choses, une révolution de palais au sens propre du terme en ce moment à Riyad. On y ajoute le fait que Riyad a rappelé son ambassadeur à Washington, qui n'est autre que le frère de Mohamed Ben Salman, en urgence à Riyad, comme si on le préparait peut-être lui plutôt que l'autre. Donc il y a quelque chose qui se passe derrière les murs de ces forteresses arabes qui me paraît assez fascinant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Donald Trump va tenir cette ligne. Il vient de faire une déclaration, on le dit à l'instant, en réaffirmant que les États-Unis ont besoin de l'Arabie Saoudite pour lutter contre le terrorisme, qui est une façon effectivement de justifier l'absence de mesures de rétorsion. Quelques commentaires. Sur Twitter, on vous a posé la question, selon vous, Emmanuel Macron,
Doit-il boycotter le Davos du désert, donc cette réunion à venir dont la directrice générale du FMI a déjà dit qu'elle n'ira pas suite à l'affaire. Il n'avait pas prévu d'y aller. Alors, il n'avait pas prévu d'y aller. Dieu merci, il n'avait pas prévu d'y aller. Eh bien, 80% de nos internautes considèrent que oui, il doit le boycotter. Ça tombe bien puisque ce sera le cas, précise Renaud Girard. Antimac nous dit « Je pense que les Saoudiens vont le payer cher sur le plan de leur crédibilité internationale ». Tandis que Babineau dit « Il ne faut pas être naïf. Emmanuel Macron a aussi des intérêts avec Mohamed Ben Salman, le fameux MBS. Au moins, Trump assure. » Juan Branco, ben oui, on va dire que les États-Unis ne font pas preuve de double jeu. Au moins, ils assument leur position. C'est un peu, de toute façon, c'est l'impensé de la politique française en termes étrangers. C'est-à-dire que ce rapport au Moyen-Orient qui s'installe à partir des années 70, dans lequel on renonce à avoir une influence sur cette zone en s'inscrivant dans l'impérium américain, qui va prendre le contrôle à partir du choc pétrolier et le moment où, en gros, on laisse les Émirats, les différents Émirats, le Qatar, Bahreïn, les Émirats arabes unis s'autonomiser et devenir en fait des principautés avec un pouvoir en soi et qui commencent des commandes d'armes et de modernisation, de création d'un État, alors que jusqu'alors c'était en fait des espaces sans culture et sans véritables institutions. Dès le moment que l'on accepte ça en échange d'un accès aux ressources pétrolières et gazières qu'ils offraient et d'un contre sous la supervision américaine et dans une moindre mesure du Royaume-Uni, on s'insère dans un système sur lequel on peut assez peu peser et qui est évidemment construit dans l'intérêt principalement des États-Unis et dans un second temps de nous. Et du coup, c'est ce qui explique par exemple notre position au Yémen, où j'étais pour mon diplomatique il y a quelques semaines, où l'ambassade de France a essayé de m'empêcher de rentrer dans le territoire en bloquant les demandes de visa qui avaient été faites auprès du Yémen. Pourquoi ? Parce qu'on a une implication dans cette guerre qui est complètement absurde, qui n'a été lancée que pour permettre à MBS d'accéder au pouvoir en Arabie Saoudite, quand il était encore ministre de la Défense. Cette guerre est un échec qui devait durer quelques semaines, qui se prolonge depuis plus de 3 ans et est un échec absolu avec, selon Save the Children, je le rappelle parce qu'on a toujours le chiffre officiel de 10 000 morts causés par le conflit, mais qui est bloqué depuis 2 ans, c'est-à-dire les dépêches AFP depuis 2 ans reprennent 10 000 morts alors que le conflit a continué. Save the Children affirme qu'il y a jusqu'à 50 000 enfants qui meurent chaque année à cause de la guerre. Et on est impliqué dans cette guerre, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la capacité de s'autonomiser de la politique étrangère décidée par les États-Unis, l'Arabie Saoudite est derrière. Non, mais justement, on va pas refaire le conflit du Yémen parce qu'il est long et compliqué. Non, c'est tout simple. On a compris le lien que Abu vous Dhabi, faisiez. parce que tout ça, en fait, c'est un continuum. Et du coup, nous, on est complètement impuissants par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'on a une dépendance énergétique, parce qu'on n'a pas pensé notre politique énergétique. Et il reste une certaine agitation devant ces locaux du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. On voyait des images en direct de ce bâtiment où a donc disparu depuis le début du mois, Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien. Il nous reste quelques minutes pour avoir votre point de vue sur une nomination, celle d'Emmanuelle Vardon à l'écologie. Emmanuelle Vardon a un double profil, à la fois de haut fonctionnaire, elle est une ancienne élève de l'ENA, mais elle est aussi passée par le secteur privé. Elle occupait jusqu'à il y a quelques jours le poste de responsable des affaires publiques et de la communication de Danone. Dans ses fonctions, elle a été amenée à faire cette déclaration qu'on lui reproche aujourd'hui. Écoutez, elle parle de l'huile de palme. L'huile de palme, on en a besoin pour les laits infantiles. Pourtant, c'est un ingrédient qui fait l'objet de plus en plus de méfiance, à la fois pour des raisons environnementales, à cause des ravages que ça peut causer dans certaines parties du sud-est asiatique, et aussi pour une forme de défiance, d'absence de naturalité. Et pourtant, l'huile de palme est le meilleur ingrédient pour les laits infantiles, et donc on en a besoin, et on est tout à fait capable d'expliquer pourquoi. Alors, moi, je trouve que cette position, elle est relativement nuancée, parce que Emmanuelle Vardon nous dit l'huile de palme, c'est utile, même si effectivement ça a des conséquences négatives. Et aussitôt, on lui en fait le reproche en disant elle défend le lobby de l'huile de palme, elle n'est pas objective, etc. Est-ce que c'est un mauvais procès, selon vous, Christophe Deveau ? Oui, je trouve que quand même là, c'est quand même pas une affaire d'État, ni une affaire d'été. Enfin, maintenant, c'est l'automne. Je crois qu'elle est tout à fait typique de la Macronie, quand même, le profil, on le voit bien. C'est ce que j'appelle la très haute noblesse d'État. C'est-à-dire que vous savez qu'elle a aussi, par sa famille, c'est la fille de Lionel Stoléruc. Elle était à l'ENA avec Emmanuel Macron. Elle était à l'ENA avec Philippe. Avec Philippe. Avec Édouard Philippe, voilà. Pardon. Avec donc c'est une proche d'Édouard Philippe, enfin la Cour des comptes, le commissariat de Hirsch. Enfin, elle a le parcours parfait, le cursus honorum parfait de ce qu'on peut appeler je dirais très positivement, la technocratie saint-simonienne qui entoure le président de la République. Et le fait qu'elle ait été directeur, qu'elle se soit occupée d'une affaire privée, alors je sais que pour certains c'est quasiment un crime contre l'humanité, pour moi ça ne l'est pas,
Je considère que l'écologie, finalement, est une chose trop sérieuse pour être laissée aux seuls écologistes. Juan Branco. Ça montre juste la pauvreté des ressources de la Macronie lorsqu'il s'agit de nommer des ministres, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de profil public, qui n'a pas d'expérience de direction, de fonctions qui ne sont pas d'administration, mais justement politiques. Et c'est finalement, on m'a beaucoup reproché d'avoir par exemple dénoncé les liens entre Gabriel Attal et Stéphane Séjourné sur Twitter. Mais ce que ça révèle cette affaire, et ce que j'ai voulu exposer par cette affaire par exemple, c'est tout simplement qu'on a une bande de copains qui s'est rencontré dans des cabinets ministériels à quelques-uns et qui ont pris le pouvoir de l'État sans avoir du tout les réseaux au sens positif suffisants et la profondeur suffisante pour pouvoir après occuper ces fonctions de façon large. Et donc on se retrouve à nommer le petit copain d'un tel, etc. Et par effet de successif... Mais du coup, on a des nouveaux talents grâce à ça. Oui, enfin des nouveaux talents, c'est à voir. Parce que moi, je pourrais vous commenter sur les positions politiques qui sont prises par Gabriel Attal et justement l'absence de travail de cette fonction. Mais Emmanuel Vargon, c'est pareil. C'est-à-dire c'est une très proche amie de... C'est quand même une camarade de promotion d'Édouard Philippe. On en est là. On recrute les petits copains, les camarades de promotion. Il a quand même des états de service qui plaident pour elle. Excusez-moi, ça suffit pas pour être ministre. Moi, à l'époque où justement on avait des grands ministres qui avaient des vrais parcours derrière, excusez-moi, c'est bon qu'on compare Emmanuel Vargon. C'est votre point de vue. Ah bah non, c'est la Macronie, Gérard Collomb, justement. On est déjà dans cette grande expérience politique, mais une baronnie locale, c'est-à-dire justement, il donnait une assise territoriale à Macron, mais qui était en fait qui servait juste à c'était un compromis politique. Emmanuel Vargon, on l'a pas nommé pape quand même, hein, on l'a nommé secrétaire d'État à l'écologie. C'est important l'écologie, Renaud. Les papes, ça c'est lié. C'est un petit poste quand même. Bon voilà. Donc bon, alors on va la juger. Elle avait d'ailleurs un relativement petit poste chez Danone où elle s'occupait donc de la communication. Les affaires publiques, ça veut dire un peu le lobbying quand même. Les affaires publiques, c'est effectivement c'est une grosse comme entreprise. Édouard Philippe chez Areva d'ailleurs. Enfin, il y avait 4-5 personnes plus importantes d'ailleurs chez Danone qu'elle, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est elle qui allait voir les ministères pour obtenir les certifications, etc., et qui s'occupait, et les parlementaires. Bon, alors, est-ce que ça la qualifie pour l'écologie ou pas? Mais c'est pas parce que on a passé son temps pendant 20 ans à faire de l'écologie comme Nicolas Hulot qu'on est davantage qualifié d'ailleurs. Il faudra la juger sur acte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la planète? D'abord, il faut faire de l'écologie à Paris, enfin dans les villes, c'est-à-dire qu'on respire mieux dans les villes, c'est ça. L'important, c'est l'homme, voilà, déjà. On verra ce qu'elle va faire. Vous n'en faites pas tout le programme écologique de la France, voilà. Parce que sinon, ça va être un petit peu long. En tout cas, vous lui dites, laissons-lui sa chance. Laissons-lui sa chance, et puis on la jugera après. Là votre magnanimité. Mais aujourd'hui, dans ce régime monarchique, quand même, un secrétaire d'État, c'est vraiment rien du tout. C'est un début, en tout cas. Et c'est pas la première fois, quand même, corrigeons, c'est pas la première fois que des réseaux existent dans la République. À l'époque de François Hollande, il y avait la promotion Voltaire. Il suffisait d'être dans la promotion Voltaire pour avoir un poste. Il y a eu, à toute époque, il y a eu des réseaux de la haute fonction publique ou d'autres types de réseaux depuis la troisième. Je veux dire, c'est pas nouveau. Je pense que... Sauf que l'assise de ces réseaux est très faible. C'est-à-dire que la source aujourd'hui des réseaux macroniens, justement, se réduit à des liens qui deviennent intimes. C'est-à-dire qu'on finit par nommer des gens qu'on connaît intimement parce qu'on est incapable, justement, d'aller saisir des talents parce qu'ils seraient PDG d'une grande entreprise. Pourquoi pas, dans ce cas-là? Mais au moins quelqu'un qui a une responsabilité majeure avant. Branco, et nous allons laisser le mot de la fin sur ce dossier, et d'ailleurs sur cette émission, à Jean-Christophe Buisson. Non, mais en quelques mots, moi, ça me réjouit qu'on fasse du rétro-pantouflage en France plutôt que du pantouflage, parce que des gens qui viennent du privé où ils sont beaucoup mieux payés viennent dans le public comme Brune Poirson, comme Muriel Pénicaud, comme Emmanuel Vargon, je pense qu'il faut quand même s'en féliciter. Ça veut dire que l'État, que le service public attire encore des talents, même si ce n'est pas des immenses talents. Et par ailleurs, concernant Emmanuel Vargon, moi Danone, pour moi, c'est quand même un patron qui s'appelle Emmanuel Faber, qui est un type extraordinaire, qui veut faire de la justice sociale, qui veut faire de l'humanisme. Et si c'est lui qui a formé cette femme, je pense que c'est plutôt quelque chose de positif pour le gouvernement. Oui, et puis c'est pas Monsanto, on peut le dire, Danone. En tout cas, on l'espère quand on mange leur yaourt. Approuvez-vous la nomination d'Emmanuel Vargon au poste de secrétaire d'État à l'écologie? On vous a posé la question. Vous répondez. Monsanto sont nocifs. Vous répondez. Alors, c'est vrai, c'est un autre débat. En tout cas, je vous. Voilà. Alors, en tout cas, nos internautes sont plutôt opposés, mais ils sont peut-être dans un état d'esprit un peu belliqueux aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter là. On va inciter Renaud Girard à prendre du Roundup au petit déjeuner pour vous dire si c'est nocif. En tout cas, c'est fini pour ce soir pour Point de vue. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. À demain, même heure, même endroit. Merci.